Chute libre, entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie. Je reçois aujourd'hui Michel Métaille pour son livre Le paysage après Van Gogh, édité aux éditions Lanskin. Michel Métaille, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous avez été membre de l'Oulipo pour vous en éloigner après, à partir de 98, je crois. Vous avez un intérêt marqué, et aviez un intérêt marqué pour la poésie sonore ou la poésie d'oralité. Vous avez fréquenté, je crois, Bernard Hitzig pour arriver finalement à avoir son prix un jour, le prix de la littérature hors du livre, que vous avez reçu en 2018 au Centre Pompidou. Pourquoi la littérature hors du livre? C'est que vous pratiquez une littérature qui est hors du livre, avec des rouleaux dans lesquels vous écrivez, sur lesquels vous mettez des signes chinois, et qui donc utilise pour communiquer à un public autre chose que le livre. Alors c'est une histoire qui s'est faite un peu par des rencontres de hasard, puisque ma toute première manifestation publique a été une émission sur France Culture, par vraiment le plus grand des hasards. Et donc j'ai découvert vraiment les qualités du micro, surtout les micros évidemment de la maison de la radio avait à l'époque en 73 des vertus qu'on ne retrouvait pas très fréquemment. Et ensuite, quand j'étais jeune, très tôt, je suis beaucoup allée au théâtre. Mes parents étaient très amateurs de théâtre. Et ce que j'ai appelé dans mon travail la projection du mot dans l'espace, j'ai une phrase qui dit « La projection du mot dans l'espace représente le stade ultime de l'écriture ». Et il y avait une évidence à prononcer les mots. J'ai beaucoup fréquenté, j'étais abonnée à des tas de théâtres, je rencontrais aussi les acteurs après. Et je ne suis jamais allée vers le théâtre, je n'ai jamais écrit pour le théâtre, mais il y avait cette évidence de projeter le mot dans l'espace. Je pense que tout cela, parce que ça n'a pas été quelque chose de très réfléchi, une décision très volontaire, c'est venu un petit peu tout seul, comme ça, de soi-même, disons. Et j'ai trouvé, comme je fréquentais beaucoup quand j'ai commencé la littérature contemporaine, j'ai beaucoup fréquenté un groupe de musique contemporaine qui jouait notamment John Cage, qui jouait les répétitifs américains avec des musiciens du Germe, le groupe d'études et de réalisation musicale. Et donc, c'était des compositeurs qui étaient aussi interprètes de leurs propres œuvres. Donc tout ça a participé, bon c'était aussi les années 70 évidemment, c'était aussi chercher de nouveaux modes de diffusion du texte, puisqu'à cette époque la poésie était vraiment était cantonnée à des petites plaquettes un petit peu qui se vendaient presque sous le manteau. Donc s'il y avait une poésie officielle, disons, et il y avait beaucoup de choses, d'activités underground. Et tout ça a participé de cette décision. Et en fait, je n'ai pas publié pendant 20 ans. Et l'un de mes tout premiers livres a été publié en 98, lorsque j'étais en résidence au CIPM à Marseille. C'est ça s'appelait Les Horizons du Sol. Voilà, qui est aussi le premier livre sur le paysage. Vous avez vécu à Berlin aussi, vous avez écrit 2 livres. 2 livres sur cette ville photos, qui m'a beaucoup fascinée, parce ouais. que j'ai connu Berlin juste après la chute du mur, Berlin-Ouest, après la chute du mur. Et donc j'ai vu là aussi la ville se transformer. Et je pense que j'ai un goût, parce que ma boussole est toujours allée un petit peu vers l'Est, après vers la Chine. Enfin avant ça, même vers la Chine. Mais je veux dire, pour ces moments de mutation, évidemment, je suis née en 1950, donc 68 pour moi, j'avais 18 ans, donc c'est toute l'idéologie qui a aussi un peu animé, éclairé ma jeunesse, évidemment. Et donc, d'avoir suivi la Chine maoïste, j'étais étudiante à l'université de Vincennes, donc j'étais quand même un petit peu proche, imprégnée, disons, de toutes ces idées. Et ces points de bascule des villes qui ont été très, très fortement marquées par l'idéologie communiste, et ce moment de rupture. Donc, j'ai vécu ça à Berlin, j'ai vécu ça également en Chine. Donc, en 98, vous partez en Chine sur les traces d'un poète du XIIe siècle, Lu Yo. Voilà. Et vous avez écrit un livre
à ce propos. Voyage au pays de Shu, parce que Lu You est un poète très intéressant. Il a été banni par l'empereur et il a été donc exilé à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on l'a envoyé tout à l'ouest du pays. Et il a fait un très long voyage de 6 mois sur le long fleuve, ce qu'on appelle le Changjiang, le fleuve bleu improprement en français. Qui n'est pas si bleu que ça. Et qui n'est pas du tout bleu, non, ou très foncé, bleu pétrole, quoi. Et donc j'ai pris son journal de voyage comme guide touristique. Ouais, génial. Et donc à 8 siècles de différence. Et il y a des choses que j'ai retrouvées, il y a des moments extrêmement émouvants. En plus, c'était une année où il y a eu des inondations exceptionnelles, donc j'ai fait des trajets en autocar, j'ai vu des villages entiers se vider, les gens partir avec leurs affaires sur une brouette. Enfin, c'était extraordinaire. Enfin, extraordinaire, très fort, je veux dire. Pas extraordinaire pour les pauvres gens, évidemment. Mais sur le plan presque ethnologique, c'était intéressant. Et ça l'avait été pour Lu You aussi à son époque, puisqu'il avait noté des tas de particularités dans les régions qu'il traversait, et ça donne des informations sur l'ethnologie. Et finalement, ce travail, ça rejoint un petit peu Wang Wei. Voilà. C'est que c'est toujours une confrontation à partir de documents de la Chine ancienne et regarder la Chine contemporaine. Qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui persiste. Donc là, on va entendre, si vous voulez bien, un extrait de paysage après Wang Wei. Après, on parlera de la façon dont ça fonctionne, ou son mécanisme. Avenue de l'Est. Les bulldozers gravissent, montagnes de décombres, déclenchent des coulées, glissements, nuées de poussière. Ils évacuent matériaux mêlés, déchiquetés, recyclés, remblés, nouvel ensevelissement dont les futurs archéologues ne sauront rien tirer. Les pâtés de maisons disparaissent, un à un. Le damier subit des distorsions. Les alignements se défont, des rues sont gommées. La boule s'écrase contre un autre mur. Bruit sourd. L'air chargé de particules devient irrespirable malgré l'arrosage des gravats. Rue de la Libération. Rappel d'histoire récente. 1949. L'arrêt du bus conserve, dans son nom, une part de mémoire plus ancienne. Porte Juixiang, percée dans le rempart, édifiée sous les Ming. On connaît son tracé, l'épaisseur de briques, la terre jaune compactée. Tout a disparu. Les noms protègent-ils la ville de l'amnésie? Rue Tanche, encore sur le plan 1987, mutilé cul-de-sac. La plaque indique double flèche, direction nord et sud. En vain, déconnecté, hors réseau, un mur monté à la hâte, la condamne, briques récupérées, à peine jointoyées, chicane à piétons, technique millénaire du mur écran placé à l'entrée des maisons, empêcher les mauvais esprits de progresser. Eux ne connaissent que la ligne droite, comme les urbanistes. Alors, Wang Wei, que vous avez traduit, est un poète peintre du 8e siècle, si j'ai bien compris, et c'est le premier à avoir créé la conjonction de la peinture et d'un poème dans la tradition chinoise, qui est devenue une tradition après lui. Une tradition lettrée, voilà. Puisqu'il a peint, il possédait un grand domaine au sud de la capitale, et il a peint le paysage de ses promenades en 20 sites, et il a composé 20 poèmes, mais qui ne décrivent pas exactement, il y a une différence entre la peinture et le contenu du poème. Et c'est ça aussi qui est intéressant, puisque finalement c'est une sorte de hors-champ, et mon autre livre publié chez Lanskin travaille justement la question du hors-champ, et entre l'image que l'on peut voir et des choses qui sont un petit peu autour. Alors le rouleau a été perdu, mais il a été copié. Et il y a une copie qui existe à l'université de Chicago. Et donc, dans ce livre, j'ai traduit les poèmes et je renvoie en même temps le lecteur sur le site internet de l'université où l'on peut
voir le rouleau, enfin le laisser se dérouler à la vitesse à laquelle on le souhaite. Et donc le texte est un commentaire. Donc c'est un livre qui fonctionne aussi avec ce site internet. Et c'était plus facile parce que finalement, en Chine, la peinture ne s'exposait pas dans son entier, c'était des rouleaux, et on l'a déroulé, surtout la peinture de paysage, comme une promenade qu'on accomplissait. On accomplissait cette promenade dans la peinture. Donc elle se déroule de droite à gauche, et on peut lire le texte qui est en seconde partie du livre. Et vous, s'appuyant sur l'œuvre, enfin sur l'écrit de Wang Wei, vous avez déambulé, vous avez bougé en Chine, et en essayant de, si j'ai bien perçu, recoudre les lieux, c'est-à-dire c'est la Chine d'aujourd'hui où tout est changé, évidemment, vis-à-vis du 8e siècle, il y a eu surtout en Chine, changements. Où en 15 jours, on ne reconnaît plus une rue. On ne reconnaît plus une rue, donc là, en tant de siècles, en quelques siècles, oui. Et vous avez retrouvé des traces de Alors, Wang Wei. j'ai retrouvé, surtout j'ai voulu aller sur le site, et donc j'ai parcouru tous les endroits par lesquels il était passé au cours de sa carrière. Et pour aboutir à Lantien, au Champ Bleu, là où il avait sa propriété. Et je suis arrivée donc avec des tas de péripéties. Et finalement, un petit minibus, comme on en trouve en Chine, on leur fait signe comme ça au bord d'une route. On dit, je vais à tel endroit, etc. J'y vais, je vous dépose, voilà. On me dépose au bord d'une route. Petite route, il y avait absolument rien, sinon une sorte d'usine sur la droite, enfin une sorte de hangar, c'était pas très clair. Et à l'entrée d'un chemin, il y avait une petite guinguette, un petit restaurant ouvrier, et il y avait une pancarte abricotier plantée par des mains de Wang Wei. Donc je dis, voilà, c'était là, c'était merveilleux. Je m'enfonce sur le chemin. Il y avait un chenil avec des chiens féroces, des mastodontes énormes qui hurlaient. Donc ça a fait sortir un monsieur d'une maison voisine. Et donc je me présente, je lui dis, voilà, je viens voir la maison de Wang Wei, enfin le site des poèmes de Wang Wei. Est-ce que je peux avancer ? Il me dit oui. Et j'avance. Je suis rattrapée par une voiture. À ce moment-là, il y a un monsieur qui descend, l'air très sévère, qui s'appuie. Je fais une photo, qui lève les bras au ciel. Je me suis aperçue après que sur la photo, il y avait une petite pancarte interdite photographiée, mais je ne l'avais pas vue sur le coup. Et j'étais sur un site militaire. Parce que Wang Wei a été catalogué droitiste, il faut le faire évidemment, au moment de la Révolution chinoise. Il a fait partie des auteurs dont on a banni absolument toutes les œuvres, puisqu'il ne reste plus qu'en fait que 421 poèmes. Les peintures ont toutes disparu, il n'y a plus que des copies. Et voilà, et on s'est acharné sur lui, catalogué droitiste, donc tout a été détruit. Et il y a cet emplacement des centres de recherche sur les liquides de propulsion des engins, enfin nucléaires, je sais pas quoi, enfin oui, voilà, des choses très très poétiques, extrêmement poétiques. Et donc ce monsieur s'est fâché, il m'a pris par le bras, ce qui est extrêmement rare en Chine, il m'a serré très très fort, il m'a dit, si vous continuez, vous allez avoir des graves ennuis. Donc j'ai fait demi-tour à 200 mètres de l'abricotier planté par Wang Wei, qui est apparemment le seul vestige, mais en même temps, c'est une vision de la Chine d'aujourd'hui, bien sûr, de la bêtise de l'idéologie quand on catalogue droitiste un poète du 8e siècle, quoi. Il faut quand même le faire. Ouais. Contempler le vide, un fauteuil rectangulaire, dossier ajouré, vue de 3/4, accotoir et piétement, bois tourné, imite des tiges de bambou moucheté, un homme assis sans profil tourne le dos, diagonale esquissée de la chaussure gauche, à l'épaule opposée, divise la feuille, 2 triangles rectangles, le vide en haut, corps et fauteuil confinés, en bas, triangle droit, seule, apparente, la main gauche au centre de l'image, doigts effilés, ongles longs, l'homme est un lettré, pli de robe jusqu'au sol, dos voûté, hors de la coiffe carrée, quelques cheveux épars, malgré des oreilles larges, décollées. La tête paraît frêle, se dresse, franchit la diagonale vers l'angle supérieur, se tend vers le vide. En bas, chaussure, semelle épaisse, bout carré, contredit l'axe supposé de la jambe, ce pied tordu part côté gauche, tête tournée côté droit, position peu réaliste, suggère le mouvement, non l'immobilité. L'homme fixe avec insistance une chose au-delà du cadre, une chose non représentée,
s'est-il détourné, saisi par le hors-champ? Et alors, je crois que vous avez retraduit Wang Wei vous-même. Ce sont les poèmes de Wang Wei. Oui, c'est ça, oui. c'est vous qui les avez traduits. Oui, c'est moi qui les ai traduits. Il y avait déjà des traductions. Alors, il y avait voilà. des traductions qui existaient, qui n'ont jamais pris en compte la peinture, parce que la peinture, on ne dispose que d'une copie. Alors, évidemment, sur le plan scientifique, ça peut sembler manquer de rigueur. Mais quand on étudie les différentes copies, et surtout les moments auxquels ça s'est fait, parce qu'il avait peint une grande fresque dans sa propre maison, avec cette peinture, il y a un rouleau qui a été fait. Ensuite, c'est un peu compliqué, c'est tout ce que je raconte dans le livre. C'est devenu un lieu d'excursion, parce que comme Wang Wei a été considéré un peu à partir du XIVe siècle comme le fondateur de l'école du Sud en peinture, c'est-à-dire de cette peinture en lavis d'encre, où il y a une perspective atmosphérique, où il y a ces montagnes perdues, dissimulées dans les nuages, et qui sortent un petit peu comme ça, des nuages sans base, disons, où on ne voit que les sommets. Et donc, il a été très très célébré à partir du XIe siècle, et donc au XIVe siècle seulement, XIVe, XVe siècle, décrété fondateur de l'école du Sud. Alors, il y a eu beaucoup de gens qui sont allés sur place aussi, qui ont recherché son domaine. Et c'est amusant parce que, moi, j'ai été confrontée à ce qui s'était passé avec la Chine communiste, mais des promeneurs du XIe siècle, des poètes du XIe siècle, ont été confrontés à la même incapacité à retrouver des traces de ces habitations, parce qu'entre-temps, en 845, il y a eu la proscription du bouddhisme. Et Wang Wei, et surtout son frère Wang Jin, ont été de célèbres bouddhistes à l'époque, et ils avaient transformé la maison, après la mort de la mère, en monastère. Alors à l'époque, c'était aussi une manière d'être exempté d'impôts. Et le bouddhisme si on veut faire une comparaison avec quelque chose qui s'est passé dans le Sud, on peut parler un petit peu de ce qui s'est passé avec les papes à Avignon, où il y avait beaucoup d'excès de tout genre, ce qui avait beaucoup nui à l'époque au catholicisme. Et donc, il y a eu en 845 une proscription du bouddhisme, et il y a 40 000 sanctuaires privés qui ont été détruits. Et d'après les informations, d'après les textes que j'ai retrouvés de poètes qui sont allés sur place, il y a un vide jusqu'à une reconstruction vers le XIIe ou XIIIe siècle. Il y a un vide, donc je pense que son habitation a déjà été détruite au IXe siècle. Donc il a subi 2 fois. Donc il n'y avait vraiment aucune chance. Et alors après, des fouilles actuelles ont permis de retrouver quand même des traces d'habitation, c'est-à-dire qu'il y a des amas de tuiles, il y avait un peu de vaisselle, il y avait des choses comme ça. Mais par exemple, en 843, il y a Po Juyi, qui est un grand poète du IXe siècle, qui était très très attaché au personnage de Wang Wei, à sa poésie, à son rapport au paysage, et qui se rendait encore dans ce monastère. Et il a dû mourir vers 843, je crois, quelque chose comme ça, et la proscription du bouddhisme a eu lieu en 845, et donc à ce moment-là, il y a eu de telles destructions. Et le paysage de son domaine qu'il avait peint aussi dans la capitale de l'époque, Chang'an, qui s'appelle aujourd'hui Xi'an, ce monastère a aussi de la grande félicité, a aussi été détruit, donc il y a plus de traces. Il était grand, son domaine? Oui, très grand. Il fait aujourd'hui, pour parcourir, ça fait à peu près une dizaine de kilomètres d'après ce qu'on a retrouvé. Oui. C'était un très grand domaine, et c'était le prototype des jardins lettrés et des jardins de promenade. Et donc il y avait disséminé dans la montagne, enfin dans plusieurs montagnes, c'est un massif, il y avait des petits kiosques, donc ce que j'ai lu par exemple, le kiosque en abricotier veiné, qui est un type de bois. Il y a
l'enclos des cerfs, celui que j'ai lu en chinois, Lu Chai, c'est l'enclos des cerfs. Donc et parce que les poètes, enfin les lettrés qui possédaient un domaine n'avaient pas le droit de cultiver la terre, mais faisaient pousser des arbres, avaient droit à récolter des fruits, à faire des plantes médicinales et à faire aussi de l'élevage. Libo, introduit à la cour 742, offensa la concubine dans un poème, métaphore inappropriée, aussitôt bannie, ne remit jamais les pieds dans un palais. Cliques et coteries grouillaient autour d'un souverain, bouddhiste, taoïste, eunuque, expert en complots et coups bas. La concubine avait un protégé, Han Lushan, général d'origine sogdienne. Elle l'adopta, le combla de bienfaits, amoureux frustré ou goût du pouvoir manqua singulièrement de reconnaissance, fomenta une révolte, 755, s'empara du Shanghan, 756, l'empereur, sa concubine, quelques proches prirent la fuite. On dit que Wang Wei n'en eut pas le temps, réquisitionné comme d'autres, collabora avec l'usurpateur, Han autoproclamé nouvel empereur, entouré nouvelle cour dont Wang Wei était même une belle prise, et mademoiselle Yang jugée responsable des désordres impériaux sur la route de l'exil. Au cours d'une halte, la garde impériale l'exigea, mise à mort, olé, sacrifié. Voilà. Alors, Wang Wei, c'était un homme puissant, c'était un ministre. Voilà, c'était un lettré, et il a terminé avec ça. C'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec la vision que l'on donne en Occident de Wang Wei, dont on fait. Certains auteurs disent qu'il était moine, certains auteurs, et pas du tout. Et il a terminé, il a voulu. Son frère a écrit, parce que son frère a accédé aussi à des postes très importants. Après la mort de Wang Wei, son frère Wang Jin a été l'équivalent d'un premier ministre à 2 reprises. Et donc il a été lui-même arrêté, exilé, à cause de ses trop grandes connivences avec le bouddhisme et des détournements, on vendait les ordinations. Enfin, il y avait des histoires qui rappellent exactement la période contemporaine. Enfin, je veux dire la corruption, la concussion, enfin tout ce qu'on veut. Donc c'est très proche de ça. Alors c'est pas facile non plus parce que les lettrés n'avaient pas de possibilité. Ils passaient des examens régionaux, des examens impériaux, et ensuite ils avaient pour vivre comme possibilité de servir l'empereur, il faisait des rapports, Et donc le dernier poste de Wang Wei, après la révolte de Han Lushan, son frère est intervenu en sa faveur pour qu'il retrouve un poste. Et donc là, il a été vice-ministre et il avait quand même 6 ministères sous sa tutelle. Donc on en fait, il y a des auteurs occidentaux qui en font simplement un moine, un homme retiré, un ermite, et ce qui est complètement faux. Poète. Et il est poète, mais il est un poète de son époque, c'est-à-dire il y en a quelques-uns qui évidemment ont renoncé au pouvoir, se sont retirés, ont cultivé la terre. Et lui, on ne peut pas le critiquer. Il a fait vivre aussi une fratrie. Il a fait il a fait un choix. Il ne s'agit pas de le juger, mais ce qui est intéressant, c'est le parallèle avec l'époque contemporaine. C'est ça qui en fait. C'est pas de le juger lui-même. On comprend mieux sur ce que vous dites sur ces peintures qui sont claires vers le haut et ombreuses vers le bas. En tout cas, Michèle Métaille, merci infiniment de ce moment passé ensemble. Merci de votre invitation. Pour le paysage après Wang Wei, que je vous invite à lire parce que il y a énormément de choses passionnantes dedans et c'est tout à la fois un livre où on apprend, où on découvre les textes de Wang Wei et de son comparse, et puis un texte de poésie ancré dans le monde d'alors et d'aujourd'hui. Merci, paysage après Wang Wei, Lanskin. À bientôt.